Cancer colique en occlusion, c'est un débat qui est important, qui concerne à peu près 20% des patients. Et vous voyez sur cette revue que, et vous le savez déjà, c'est souvent des patients âgés, c'est souvent des patients avec des tumeurs évoluées, et le pronostic est moins bon quand on a un cancer en occlusion. Alors si on parle du traitement, on sait qu'un cancer du côlon droit qui est en occlusion, globalement c'est chirurgical, on fait une colectomie droite avec ou sans stomie, mais il n'y a pas tellement de débat sur le cancer du côlon droit. Quand on a un cancer du côlon gauche avec une énorme dilatation du côlon, voire une perforation du cécum, on sait aussi qu'il n'y a pas de débat, il faut enlever tout le côlon, il faut faire une iléorectale avec ou sans stomie. Là où on va commencer à se jeter des pierres et des tomates, c'est quand on a un cancer du côlon gauche qui n'a pas de souffrance sécale. Et là, en chirurgie, pendant 50 ans, on s'est tapé dessus pour dire il faut faire un Hartmann, puis on a éliminé le Hartmann. Il faut faire une colostomie de proche amont, puis opérer le patient la semaine d'après et réséquer la tumeur. Ça, c'est garder ça en tête. Opération de l'ancien temps, mais qui est peut-être pas mal aujourd'hui. Et puis, troisièmement, de dire on fait une résection anastomose comme si c'était à froid en faisant un lavage colique sur table. Ça a été à la mode dans les années 70-80, mais ça perd un peu des parts de marché. Mais le plus intéressant, c'est le débat avec le stent. Et c'est là où on a commencé à jeter des pierres sur la tête. Le débat avec le stent dans un cancer du côlon, donc le débat stent ou pas stent. Juste pour dire que pour la chirurgie, les données de preuve sont très faibles et que donc on ne sait pas si on fait de la chirurgie, quelle est la meilleure chirurgie. Et c'est pour ça que finalement, les RPC de 98 qui disaient la colostomie de proche amont dans un cancer du sigmoïde suivi de la colectomie carcinologique à froid 8 jours plus tard, c'était la recommandation en 98. On va voir que 20 ans plus tard, ça peut rester la même. Alors si on discute du stent, qui est un traitement moderne, il faut comparer le stent à la chirurgie, quelle que soit la chirurgie. Est-ce que c'est mieux le stent que la chirurgie? Si on regarde ces deux méta-analyses, il n'y a pas photo. Il y a moins de morbidité avec la prothèse, moins de stomie avec la prothèse, moins de fistule anastomotique, et plus d'anastomose non protégée. Résultat post-opératoire évident en faveur du stent. Et comme je suis dans une région où il y a beaucoup d'endoscopistes, méta-analyse sur le résultat oncologique, le stent fait aussi bien que la chirurgie. Fin du débat, et j'arrête ma présentation. Mais en fait, pas tant que ça, parce qu'il y a eu des débats depuis quelques années qui sont arrivés sur ces perforations qu'on observait sur les pièces de colectomie après stent, et on s'est demandé quelle était la valeur de ces perforations. Il y a cette étude qui a montré que quand on mettait une prothèse, on était un peu violent quand même, un peu chirurgical si j'ose dire, et que donc on comprimait la tumeur, il y avait plus d'ARN tumoral circulant après stent qu'après une coloscopie normale pour tumeur. Donc il y avait peut-être une petite violence locale sur cette tumeur. Il y a des papiers qui ont rapporté des perforations avec des taux assez élevés de perforations tumorales que ce soit d'ailleurs des complications immédiates ou découvertes après un peu plus tard, avec donc des résultats qui n'étaient pas toujours si bons dans toutes les séries de la littérature sur les stents. Et donc finalement, on est revenu à la case départ de dire le plus important, c'est est-ce que c'est le taux de stomie ou la durée d'hospitalisation, ou est-ce que c'est la survie à long terme. Et le débat important, c'est évidemment le résultat oncologique. Alors cette première étude d'Amiens de Charles Sabat, elle avait commencé à perturber un peu le Landerneau parce qu'ils avaient comparé des pièces opératoires avec stent puis chirurgie ou chirurgie d'emblée, et ils s'étaient rendu compte que c'est pas randomisé, mais qu'on avait l'impression que la tumeur n'était plus la même. Il y avait plus d'atteinte lymphatique, plus d'atteinte périnerveuse, plus d'ulcération tumorale chez les gens qui avaient un stent. Et donc des critères qui étaient a priori jugés comme des mauvais critères sur l'examen anatomopathologique. Mais le plus important, qui a en tout cas peut-être pas convaincu les endoscopistes, mais qui a convaincu les chirurgiens, c'est qu'il y a eu 3 essais randomisés, et que ces 3 essais randomisés ont été fermés. Ils ont été fermés précocement pour des problèmes de perforation. Alors je sais qu'il y a eu du débat de dire il y a des experts qui n'ont jamais de perforation et d'autres qui ont beaucoup de perforation et donc ils ne sont pas bons. Et donc finalement, est-ce qu'on ne s'est pas un peu trop agité
sur le fait de dire finalement 3 études randomisées faites par les mauvais vont donner des conclusions alors que les bons n'ont pas ces soucis. Je connais ce débat et c'est un débat qu'on peut discuter. Mais toujours est-il que la réalité, c'est que ça a été fermé. Mais le plus important, à mon avis, c'est le résultat de ces études malgré la fermeture. Ça, c'est l'étude hollandaise qui a été publiée après, où on voit clairement que si vous avez une perforation sur le stent, le résultat oncologique est moins bon. Évidemment, s'il n'y a pas de perforation, il n'y a pas photo, le résultat est équivalent, voire meilleur, enfin pas meilleur, mais équivalent. Mais clairement, si vous avez une perforation, vous avez une perte de chance pour le malade. L'autre étude d'Amiens, toujours de Charles Sarbach, c'est leur analyse avec score de proportion, qui a essayé d'amoindrir les différences entre les deux groupes, où clairement la courbe de survie parle d'elle-même, une péjoration du pronostic de survie évident chez les patients qui ont un stent. Mais pourquoi ce papier est sorti dans un axe of surgery? Parce qu'il y a une méthodologie très sérieuse. Alors vous le savez ici, la survie, vous voyez, quand vous voyez une survie à 5 ans qui est de 62% contre 25%, il n'y a pas besoin de faire des calculs statistiques pour savoir que c'est moins bon. Là, ça c'est ce qui est intéressant aussi, et ça c'est une pierre de plus dans le jardin de la chirurgie, c'est qu'ils ont pris dans cette étude uniquement les patients qui n'avaient ni métastase, ni perforation du stent. C'est-à-dire ils ont pris les succès du stent. Et quand vous prenez les succès du stent, vous avez une survie à 5 ans qui est considérablement, et à 3 ans, qui est considérablement péjorée chez les patients qui ont eu un stent. Donc même chez les bons stents, eh ben, c'est mauvais, si je veux dire. Donc ça veut dire que ça pose vraiment problème. Et ils ont fait une analyse multivariée qui a montré que le stent par lui-même est un facteur indépendant de récidive locale, de survie globale chez ces patients, et donc c'est quelque chose qui n'est pas très bon. Ça, c'est une autre publication qui dit un peu la même chose, et on analyse à nouveau multivarié. Le stent sort comme un facteur, vous voyez, avec un odds ratio à 12,45 de risque de récidive locale. 12,45 dans un odds ratio, c'est évidemment très important. L'autre chose, c'est cette étude que va donner Willem Demelman de Hollande, qui n'est pas publiée, mais qui est l'expérience de toute la Hollande. C'est la Hollande qui ont la chance d'avoir des databases de tous les patients. Et donc là, ils ont 1255 patients qui ont eu un cancer du côlon gauche en occlusion. Et ces 1255 patients, ils se répartissent entre stent puis résection, stomie puis résection, résection. Voilà les trois groupes. Et quand vous regardez ça, même en mortalité, à 30 jours, le stent puis résection est à 6,7% contre 4,2% pour stoma puis résection. Donc il n'y a pas d'énormes bénéfices dans cette affaire-là, même la durée d'hospitalisation. Et quand vous regardez en bas les bons patients de moins de 70 ans, eh ben on se rend compte que la mortalité elle est à 4% pour résection après stent, 2% pour résection après stomie et 2% après primaire résection. Donc en fait, tout ça n'est pas pour dire que c'est différent, mais en tout cas, il n'y a pas de bénéfice clairement, même en post-opératoire immédiat. Enfin, il y a le dernier débat des gens qui ont des thérapies ciblées. Stent en place, thérapie ciblée, augmente encore un peu plus, mais bon, c'est pas un argument formel, mais augmente encore un peu plus le risque de complications sur la tumeur primitive. Donc tout ça pour dire que les recommandations, elles sont négatives, elles sont redevenues négatives aujourd'hui pour le stent. C'est-à-dire qu'à visée curative, il ne faut pas mettre un stent. À visée palliative, il y a un débat de dire est-ce que c'est en première intention le stent ou en deuxième ou au match nul avec la chirurgie, mais on aurait envie de dire le stent en première option, sachant qu'il faut savoir ce que c'est que le traitement palliatif, c'est-à-dire des gens qui ont des métastases hépatiques résecales ne sont pas une indication à stent. On parle de 200 métastases hépatiques dit Lebert, mais pas de 12 métastases hépatiques qu'on pourrait traiter secondairement. Donc il faut faire attention. C'est d'ailleurs l'avis aussi de ce papier qui est sorti récemment, qui clairement dit que le bridge to surgery, qui était un des concepts du stent, ne doit plus aujourd'hui probablement, jusqu'à preuve du contraire, être utilisé, notamment avec les patients qui ont des métastases résecales. Par contre, ça c'est un papier que j'ai trouvé dans une revue obscure, mais qui est sorti cette année sur les stents palliatifs, vrais palliatifs. On voit que là, il y a un vrai bénéfice, c'est-à-dire que la dame de 84 ans qui a 28 métastases bilobères et des métastases pulmonaires, voilà une très bonne indication pour beaucoup de gens à un stent et surtout pas à la chirurgie. Donc en conclusion, le stent n'est probablement plus la meilleure option en cas de cancer colique gauche en occlusion.
du fait de ces essais et des moins bons résultats carcinologiques. On se retrouve finalement dans deux situations différentes, à visée curative, la chirurgie, et finalement les recommandations de 98 reviennent à la case départ. Et nous, par exemple, à l'hôpital Beaujon, mais il n'y a pas que nous, un cancer du sigmoïde en occlusion, on fait une stomie d'amont comme en 1950. Et on opère 10 jours après. C'est aujourd'hui le consensus. Si on est à vrai palliatif, on met un stent. Et il y a, j'en parlerai dans notre présentation, y a-t-il une place pour la colectomie palliative? On en parlera tout à l'heure, mais globalement, le stent dans cette indication est une très bonne indication. Je vous remercie de votre attention.